Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Ismaël, je vois que tu as intégré tous les codes de Total Impro, Tout à le nom, le prénom, entre parenthèses, le nom de ta liste, bravo. Et puis une superbe incrustation quand même, puisque en fond d'écran, on a, on a ton logo de campagne, hein, et puis très très bien, bravo, bravo. Merci. Donc puis merci de venir à Total Impro dans le cadre de ces émissions dédiées aux élections municipales 2026. C'est la première fois que tu viens à nous. Mhm. Euh, Nous, c'est pas la première fois qu'on vient à toi parce qu'on a fait une revue de presse itinérante à la terrasse des cafés, presque un café. Nous étions chez une commerçante, agente immobilière, Audrey Morvan, que je présente comme ma cousine, mais qui n'est pas ma cousine, je tiens à le préciser. Et bon, hier, elle m'envoyait un message comme quoi elle disait que sur les réseaux sociaux, j'étais présenté comme son père. Ben, non plus, ce n'est pas vrai, c'est pas une bonne information. Mais elle a très gentiment accueilli, effectivement, il y a quelques mois. Et à l'époque, on avait invité le chargé, comme on le fait régulièrement à chaque revue de presse. Ça fait donc près de 4 ans que chaque mois, on s'installe à la terrasse d'un café dans une ville et dans une commune de la région. Et nous sommes installés aux Essarts et à chaque fois, on invite le chargé de communication Mhm. de la municipalité. Alors, des rares fois, c'est le maire qui se propose d'assurer ce rôle, mais la plupart du temps, c'est plutôt une personne qui fait partie de l'équipe municipale, pas nécessairement le responsable communication. Et donc pour les Essarts, ça a été le cas. Tu peux nous rappeler quelle est la conseillère qui est venue à notre émission? C'est Solène Boulet qui est venue Voilà, à cette émission et qui avait beaucoup apprécié d'y participer. très bien. Et qui a dans ton équipe qui est en charge Elle quelle est en charge thématique? de la communication. Ah, justement de la communication, c'est Voilà. juste d'accord. Parce que j'avais un souvenir plutôt d'une thématique culturelle et sportive, mais c'était la Alors, com qui je, était. je crois qu'elle a été aussi accompagnée de Valérie Jaffray, qui est l'adjointe à la culture. Ah, merci de préciser, c'est pour ça. Alors c'est vrai que ma mémoire finit des fois par. Mais voilà. Mais merci d'avoir, puisque tu es candidat à la mairie des Essarts, mais tu es le maire sortant, tu es le maire en place. Hein. Mhm. Et merci effectivement d'avoir permis à ton équipe à cette époque de venir devant notre micro et devant notre caméra pour un média citoyen et moderne, novateur comme le nôtre. C'est bien d'avoir des communes qui puissent vraiment jouer pleinement le jeu. Euh, Je vais en profiter pour te dire que c'est un peu l'ADN de notre équipe En Avant les Essarts. C'est qu'on a des adjoints, des conseillers municipaux, voire des personnes qui ne siègent pas au conseil municipal, mais qui sont engagées pour la commune et qui prennent en charge des sujets, voire des projets, et qui sont de vrais citoyens actifs. Et ce ne sont pas que des personnes qui sont au conseil municipal pour lever la main ou pas. Donc, ce sont vraiment des personnes qui s'engagent activement pour la commune. C'est ce qu'a fait Solène, c'est ce qu'a fait Valérie également. Tout à fait, très très bien. Alors, peut-être pas besoin de représenter le déroulement de l'émission, ou peut-être en quelques mots, tu as eu l'occasion avec Tariq juste avant de voir comment un court portrait en début d'émission, une vingtaine de minutes dans lequel tu vas pouvoir assez librement t'exprimer, les commentaires écrits qui seront incrustés à l'écran et tu pourras répondre comme bon te semble. Et puis après, j'ouvre, j'allais dire, avec une formule provocatrice, la cage des fauves, mais ça les fait surgir. J'en vois certains qui surgissent. Non, simplement, on va ouvrir, on va ouvrir, je dirais, la file d'attente de l'open room pour qu'ils puissent nous rejoindre à l'écran. Ils pourront comme ça, en fonction de ce qu'ils souhaitent, poser leurs questions. On a déjà un commentaire sur Facebook, montre qu'on est bien en direct sur Facebook, que tout à l'heure, on a eu des commentaires plutôt du côté de Twitch et de YouTube. Facebook fonctionne également, et on va peut-être pas répondre à la question, mais c'est juste pour pouvoir visuellement le montrer. Voilà. Bonjour, monsieur le maire. Bravo pour cette émission. Qu'est-ce qui vous motive à vous représenter en 2026? Voilà. C'est juste le début. On reviendra à cette question tout à l'heure. Pas de souci. J'ai comment dirais-je, pour les candidats que je ne connais pas, c'était le cas de Tariq, je vais puiser du côté de ChatGPT qui essaye de récupérer les informations qui sont en ligne. Même si on se connaît déjà un petit peu, j'ai essayé le même exercice avec toi, et le résultat, je vais lire les premières phrases, on va très vite voir que c'est pas ça. Aux Essarts-le-Roi, dans les Yvelines, un nom commence à circuler avec insistance à l'approche des élections municipales de 2026, celui d'Ismaël Nelly.
Discret mais déterminé, ce candidat s'inscrit dans une génération qui veut faire de la politique locale autrement. Cessars-le-Roi, commune à taille nichée entre les villes et la nature, etc., etc. Donc visiblement, le ChatGPT n'a rien trouvé comme information et a brodé quelque chose d'assez élogieux. Voilà. Donc une question, est-ce que finalement, peut-être, je sais pas. Alors nous, on a fait un inventaire grâce à Numericus.io, qui est un peu notre observatoire, auquel on est une équipe d'observateurs et de fact-checkers. On a essayé d'identifier quels étaient vos canaux de communication. Et oui, effectivement, tu es présent sur les réseaux sociaux, et il y a bien un site internet, mais c'est vrai, ce site internet, visiblement, l'information n'a pas été, on va dire, identifiée par l'intelligence artificielle et ChatGPT en particulier. Mais bon, voilà, c'est juste, voilà, c'est du total impro, c'est un constat, voilà. Mais on va pouvoir, déjà, suivant depuis quelques années l'actualité politique du Sud Yvelines, je vais déjà te faire une présentation en live, un peu comme celle que j'ai pu faire avec Gilles Schmitt, qui se présente sur Rambouillet, qui est venu à notre antenne hier à 15h. Et oui, pour dire que tu es le maire sortant des Essarts, tu as été élu lors de la dernière élection précédente, par définition, donc sur la session 2020. Et que dans le paysage politique sud-yvelinois, notamment au niveau de la maille des communautés de communes de Rambouillet Territoire, si je ne me trompe pas, tu es le seul maire qui n'est pas dans la mouvance majoritaire des maires qui adhèrent ou qui sont dans le groupe des maires du Parti républicain, qui sont là j'irais, parce qu'il faut bien voir que le Sud-Yvelines est une terre républicaine, avec un président du Sénat, Gérard Larcher, qui a été maire de Rambouillet, qui est maintenant président du Sénat, et qui effectivement impose un certain rythme dans la vie politique du Sud-Yvelines. Et moi, je t'ai identifié comme étant le seul maire de commune, étant indépendant étant rattaché plutôt à une autre mouvance politique. Alors, je sais pas, justement, indépendance, sympathie politique, comment tu te situes toi individuellement, puis comment tu situes ta liste? Alors, les deux, mon général. Les deux, mon général. Mon capitaine, si tu veux, ça marche aussi. Oui, moi, je t'ai donné un grade de général. Non, alors, politiquement, j'ai bien écouté ce qui pouvait se dire sur les élections municipales et le lien politique. Et je vais te dire que j'aurais probablement été d'accord avec toi il y a 6 ans, en disant qu'effectivement, j'étais pas dans la mouvance d'un tel ou d'un tel. Mais ce que je constate surtout quand on est dedans, c'est que celui qui ne veut pas faire de politique au niveau local, il a tout à fait la possibilité de le faire, et malgré tout de travailler de manière efficace et en collaboration avec tous les maires et avec tous les acteurs politiques qui sont sur le territoire. Tu parles de Gérard Larcher. Effectivement, Gérard Larcher, je suis pas affilié au LR, ça c'est une certitude. Pour autant, je travaille très bien avec lui. C'est quelqu'un qui a toujours eu de la bienveillance vis-à-vis de moi, de la commune, et qui a toujours répondu présent lorsqu'on l'a appelé. Et pour être honnête, c'est tout ce que j'attends des politiques qui nous entourent, que ce soit Gérard Larcher, que ce soit Aurore Berger, que ce soit Ghislaine Séné, qui est notre sénatrice dans les Yvelines et qui est plus à gauche. J'ai pas ressenti de barrière politique, tout simplement parce que moi, je n'ai pas avancé de barrière politique. C'est-à-dire que, en tant que maire, je ne me présente d'aucun bord, je veux travailler avec tout le monde et tous ceux qui vont dans la même direction et qui bossent dans l'intérêt de ma commune. Voilà. Donc, monsieur, je voudrais vraiment tout de suite évacuer le sujet politique, parce que lorsqu'on on gère de la politique locale, on ne fait pas de politique nationale. C'est le pire des pièges dans lequel on peut tomber. Et autour de nous, on a des gens suffisamment intelligents, soit pour pas tendre ces pièges, soit pour pas tomber dedans. D'accord, très bien. Ben voilà une façon d'évacuer le sujet élégamment. Non, mais tu peux rester dessus si tu veux, tu es le maître de ton émission. Non, je suis pas là pour creuser un sillon dans lequel il n'y a pas d'intérêt intellectuel, d'intérêt, je dirais, informatif. Donc pendant ces 6 ans, puisque c'est le nombre d'années dans lequel un maire est élu, tu as eu des responsabilités. D'abord, c'était ta première situation de maire, donc tu as récupéré une situation qui était celle d'un maire
antérieure, et donc tu as pu effectivement mettre ton empreinte dans la vie politique, dans la vie citoyenne, dans la vie des Essarts-le-Roi, qui reste une commune assez forte dans le sud d'Yvelines, avec beaucoup d'habitants, avec un peu d'urbanisme. Et le thème peut-être principal que j'ai vu surgir ces derniers mois, ces dernières années, notamment en regardant les réseaux sociaux, notamment en allant discuter dans les cafés, dans les terrasses de café aux Essarts-le-Roi, les personnes qui spontanément sont venues à moi et qui ont mis le sujet qui est le plus brûlant pour eux, c'est celui du PLU. Donc le PLU, pour ceux qui ne connaissent pas le sigle, et moi j'en fais partie, je finis par l'oublier, c'est le plan local d'urbanisme. D'urbanisme, voilà, d'accord. Et donc voilà, ça c'est un thème visiblement qui interpelle beaucoup de gens, qui est repris régulièrement. Il y a, je crois même peut-être une liste d'opposants, me semble-t-il, aux Essarts qui portent ce flambeau. Il y a même un groupe de discussion Facebook qui le met en avant. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était le thème qui était le plus qui était levé le plus souvent par les habitants et les opposants, du moins médiatiquement parlant. Voilà. Et je n'irai pas plus loin dans ta présentation de ton portrait, et je te laisse ouvert donc le soin de pouvoir mieux te présenter. Je répondrai à ça peut-être après la présentation. Ce que dit ChatGPT n'est pas totalement faux. Alors, si c'est vrai ? C'est pas un nom qu'on commence à entendre, c'est un nom qu'on entend depuis un peu plus de 6 ans, voire même plus longtemps. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'informations me concernant que ChatGPT pourrait aller récupérer, parce que je communique pas beaucoup sur ma situation personnelle. Et c'est vrai que tu as raison, on est présent sur les réseaux sociaux, ça, parce qu'il faut bien l'être. Mais il est vrai que moi, je suis plutôt un homme physique de terrain. Alors certains diront à l'ancienne, même si je sais manier aussi les réseaux sociaux. Moi, je préfère rencontrer les personnes sur le terrain, et j'ai essayé, et je pense que j'y ai réussi, d'être un maire suffisamment présent pour que les gens qui veuillent venir me voir puissent me rencontrer soit dans mon bureau, soit au marché lorsque je fais mes courses, ou au Super U, ou lorsque je marche dans la rue, ou lors des événements. Donc voilà, donc les réseaux sociaux diront pas grand-chose sur moi, plus les gens en physique pourront en parler. Maintenant, pour une présentation un peu plus sommaire, donc je suis Ismaël Nélil, j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, et je suis maire des Essarts-le-Roi, et dans ma vie civile, je suis ancien avocat et aujourd'hui directeur juridique dans une entreprise dans le privé. Il y a 6 ans, un peu plus, j'ai choisi de me lancer dans une campagne municipale avec une équipe, parce qu'on considérait à ce moment-là que les Essarts-le-Roi, tu en as parlé tout à l'heure, qui est une ville forte, et elle doit le rester, s'endormait sur ses lauriers. On était dans une ville que beaucoup qualifiaient de ville dortoir, parce qu'il ne s'y passait plus rien. Les gens, c'était un peu métro boulot dodo, les Essarts-le-Roi, plus d'événements, plus de projets. On était une ville très en vue, et on perdait beaucoup de cette vue vis-à-vis des autres communes et vis-à-vis des personnes qui pourraient s'intéresser à venir dans le sud d'Yvelines. Donc il y avait quand même beaucoup de choses à faire, à commencer par remettre en place un esprit village. Parce que, pour faire le lien avec ce que tu disais dans le PLU, on dit, certains disent, oh là là, le PLU va retirer le côté village de la commune, mais le village, c'est pas de l'urbanisme, c'est pas de l'architecture. Le village, c'est le lien entre les gens. Et on peut habiter une commune de 1000 habitants, s'il ne s'y passe rien et que les gens font que partir au travail, rentrer et puis manger chez eux, t'as pas d'esprit village dans un village. Et c'est ça qu'on a essayé de remettre en place, notamment sur ces 6 dernières années. On a priorisé ça, et j'expliquerai pourquoi, parce que financièrement, on ne pouvait pas prioriser autre chose. On a priorisé la remise en place d'événements, et les élus dont je parlais tout à l'heure lorsque je te disais qu'ils sont des élus actifs, ont beaucoup participé à la remise en place de ces événements. C'est le retour du feu de la Saint-Jean qui s'était arrêté, qui pourtant était un événement centenaire dans notre commune. C'est le retour du carnaval qui s'était également arrêté. C'est la mise en place d'une fête de la nature qui est une fête de la nature qui aujourd'hui est reconnue, puisqu'il y a des gens qui viennent de loin pour venir aux Essarts-le-Roi dans cette fête de la nature. Donc c'est plein d'événements qui font que les gens ont commencé à se reparler. Et je peux pas bien faire l'impasse sur les Jeux Olympiques, où nous avons organisé aux Essarts-le-Roi un événement annuel, sur l'année,
de Jeux Olympiques où les quartiers se sont affrontés amicalement dans le cadre d'épreuves, alors olympiques ou voire moins olympiques, quasiment tous les mois, enfin même parfois plus qu'une fois par mois, avec des quartiers qui s'affrontaient. Et les gens des quartiers se sont tous réunis pour porter la victoire de leur quartier. Et il y a des gens qui pourtant habitaient dans le même quartier depuis des années et qui ne se connaissaient pas et qui aujourd'hui vont prendre le café les uns avec les autres. Donc, si tu veux, la première priorité qu'on a portée pendant ces 6 dernières années, pardonne-moi, c'est de remettre du lien entre les Essartois et de retrouver cet esprit village. La deuxième priorité, c'est qu'il fallait remonter les finances, parce que je lis en ce moment un peu tout et n'importe quoi sur les finances, où certains de la mandature d'avant viendraient nous expliquer aujourd'hui qu'ils nous ont laissé une commune en parfait état de financement. Je vais juste rappeler qu'en 2020, lorsque nous sommes arrivés sur la commune, la capacité d'autofinancement de la commune, donc sa capacité à investir, était négative, de plus de 300 000 euros. Et que quand on est à une capacité d'autofinancement de 300 000 euros en négatif, quand on veut faire quelque chose, soit on augmente les impôts, soit on emprunte. L'emprunt, on ne pouvait pas tellement le faire parce que la commune était quand même très endettée également. Donc il a fallu, pendant ces années, remettre en place une capacité de financement de la commune pour pouvoir porter ses propres projets. Et j'en veux pour preuve, c'est que un des premiers projets d'investissement que nous avions, c'était de remettre en place une librairie aux Essarts, puisqu'elle avait fermé depuis quelques années, qu'il y avait une vraie demande. Très bonne question. Pardon ? Pas très bonne question, très bon sujet, Oui. puisque Total Impro, GSE News, était présent ce jour-là pour faire un article. Tout à fait. Et donc, lorsqu'on a voulu, en 2020, lancer des travaux pour réhabiliter la librairie, la Direction générale des finances publiques nous a dit: vous ne pouvez pas le faire, monsieur Nélil, c'est pas possible. Votre capacité financière ne vous le permet pas. On parlait de 100 000 euros de travaux. D'accord. Donc, sur un budget de 9 millions pour une commune, 100 000 euros de travaux, on pourrait considérer que c'est tout à fait à notre portée, et ça ne l'était pas, puisque la Direction générale des finances publiques nous a dit: cher monsieur le maire, il faut que vous sachiez qu'on va vous mettre sous surveillance, parce que vos finances ne sont pas bonnes. Et effectivement, on est rentré dans ce qu'on appelle le réseau de surveillance, où on ne pouvait pas faire tout et n'importe quoi. Et quand on a voulu investir sur cette librairie, on nous a dit: ok, vous pouvez le faire, mais vous allez nous démontrer comment vous allez redresser la situation dans les 2-3 prochaines années. Bon. Donc on a fait des plans, on a proposé des choses, et je dois dire qu'aujourd'hui, la situation financière des Essarts-le-Roi est bonne, puisque non seulement notre capacité d'autofinancement est largement remontée. Positive Elle est largement positive, bien évidemment. Elle est largement positive. On est aux alentours du million sur notre capacité aujourd'hui. Et alors même qu'on a des pénalités, et on en reparlera tout à l'heure, qui s'imposent à nous depuis quelques années. Donc elle est très bonne. Et à force de remonter ses finances, c'est ce qui nous a permis de recommencer à investir dans la commune, en faisant l'acquisition d'une balayeuse qui passe dans la commune. On a pu l'acquérir, ça coûte, je vais dire un bras parce que c'est pas donné, une belle balayeuse qui tourne dans la ville et qui permet de nettoyer les caniveaux, les trottoirs, parce que celle qu'on avait avant, qui n'était pas du tout adaptée, ce que je dis toujours, elle nettoyait bien les brins d'herbe, ça ils étaient brillants, mais elle les arrachait pas. D'accord. Donc on a pu faire ça, on a pu réinvestir dans la réfection des rues. On a refait 11 rues pendant cette mandature, ça n'a jamais été fait, totalement ou partiellement, parce qu'on a des rues qui sont dans un état qui sont pas dignes d'une ville comme la nôtre, mais il faut avouer quand même qu'on part d'assez loin, puisque on a quand même quelques dizaines d'années d'abandon de réfection du patrimoine communal, et tout nous tombe bien évidemment sur cette mandature, les chaudières qui n'avaient pas été changées depuis 50 ans, les rues qui n'avaient pas été renouvelées. Donc tout ça, il fallait avoir la capacité de sortir de l'argent pour pouvoir réinvestir et pour pouvoir refaire le patrimoine communal. Donc ça, on l'a fait. Ça, on a commencé à le faire, et bien évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais l'élan est lancé, les bases sont posées, et on va pouvoir continuer dans cette dynamique dans le mandat prochain, si les Essartois nous font confiance, à continuer à réparer les rues, à changer le patrimoine communal. On parle de la chaudière encore des autres écoles, la chaudière de l'église également. Et ça nous a aussi permis de mettre en place des projets
qu'on n'aurait jamais pu mettre en place si on n'avait pas une situation financière saine. Et le dernier en date, c'est l'installation de caméras de vidéoprotection dans la commune. C'était une de nos promesses de campagne. On a pu installer 18 caméras. C'est plus de 300 000 € de budget pour installer ces caméras. Et tiens, je vais te poser une question à ton tour. Les caméras, à ton avis, ont été subventionnées à combien par le département, la région ou l'État? Je vais être franc avec toi, aucune idée. Bon, je vais te le dire. On a eu à peu près 0 de subvention. Donc, oui, mais pourquoi les institutions devraient financer des projets de sécurisation de l'espace public pourquoi? Parce que ce sont aussi des priorités nationales. Et lesquelles? Les priorités nationales de l'État, c'est la sécurisation dans les rues, et on nous pousse à le faire d'ailleurs. Oui, mais oui, mais il y a plusieurs façons. Les caméras étant l'une des façons et qui est peut-être pas la plus bien accueillie par une partie des habitants. Donc chaque commune a la liberté de choisir comment elle sécurise. Bien évidemment, on a la liberté de choisir, mais tu avoueras quand même que la première étape, si tu veux sécuriser le domaine public, c'est de pouvoir voir ce qui s'y passe. Et d'ailleurs, c'est une demande d'abord, c'était dans notre programme de campagne en 2020. Les caméras étaient dans le programme. Bien sûr. D'accord. Ok. Donc on l'a voté pour toi en 2020 pour avoir des caméras dans les rues des Essarts. Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. Et puis quand je suis arrivé, la police nationale nous en a demandé. Parce que tu vois, dans les communes d'à côté, Rambouillet, Le Perret, ils ont des caméras de surveillance également, et que ça aide beaucoup la police. Et d'ailleurs, nous, elles sont en fonctionnement depuis à peu près un mois, et on a déjà eu quelques réquisitions, que ce soit du commissariat d'Elancourt ou du commissariat de Rambouillet, sur des événements qui sont produits dans les environs. Donc ce sont des caméras installées par la mairie, qui sont regardées, observées par les agents municipaux, la police municipale, oui. Ouais. Avec tous les règles, notamment de ne pas sauvegarder, les règles de respect de la vie privée, ce genre de choses. Je pense que maintenant les communes doivent s'astreindre à cette règle déontologique. C'est l'obligation réglementaire légale, où effectivement, d'abord, il y a assez peu de personnes qui ont accès aux caméras. Nous sommes 3. Donc tu fais partie de ces 3-là. Bien sûr, le maire est le premier magistrat de la commune, et il est OPJ sur la commune. OPJ pour officier police judiciaire. D'accord. Okay. Donc le policier municipal, moi-même, et mes adjoints qui a dans ses missions la sécurité. Il n'y a que 3 personnes qui ont accès. La police nationale peut venir les voir sur réquisition, et bien évidemment, on ne filme pas les appartements, on ne filme pas les parties privées, elles sont floutées. Quand tu as un cadre qui est trop grand, on floute si jamais dans le cadre il y a une fenêtre, un jardin. Et puis bien évidemment, il y a des déclarations qui sont faites à la Commission nationale informatique et liberté, qui déclare toutes nos règles. Donc tout cela est fait dans les règles de l'art. Et puis quand même pour te dire pourquoi, pour répondre à ta question du pourquoi on subventionnerait, parce que pourquoi on compte sur les subventions? Parce que d'abord, traditionnellement, dans les grands projets communaux, on peut compter sur des subventions de régions, de départements, voire d'État, puisqu'ils sont votés par l'État justement pour aider les communes, parce que les communes sont heureusement pas laissées à l'abandon par les institutions. On a besoin de ces soutiens-là. Et puis que les caméras de surveillance, ça fait partie de plusieurs programmes nationaux, régionaux, pour permettre aux communes de pouvoir installer des caméras. Sauf que la situation financière de l'État... Du département, même, on peut le dire? Du département, bien évidemment. Enfin, département, État, région. Ces situations financières sont pas bonnes. Et puis que, bien évidemment, ils distribuent moins de subventions. Et que, aujourd'hui, nous, à ce niveau-là, nous n'en avons eu aucune. Mais c'est une nécessité dans les communes. On l'avait annoncé en 2020. Et parce qu'on a pu avoir une situation financière qui nous a permis de le faire, on a pu les financer totalement sur fonds communaux. Parce que c'était une demande et une véritable attente également. Bon, on m'a posé plusieurs fois la question pendant le mandat, « Monsieur le maire, quand est-ce que ça vient les caméras? Quand est-ce que ça vient les caméras ?» Il suffit qu'il y ait un cambriolage. On a eu quelques vagues de cambriolage au Perret, aux Essarts, à Rambouillet et dans les villes d'à côté. Il faut pouvoir compter sur les caméras pour pouvoir identifier qui était dans la rue à ce niveau-là et pour pouvoir identifier les suspects. Voilà. Et ça rassure aussi les gens.
D'accord. Donc ça, c'est l'aspect caméra, l'aspect Oui, sécuritaire. oui, bien sûr. Alors là, il y a une incrustation, il y a un message Facebook de Shaisha qui revient sur la thématique Ok. du PLU. Voilà, si tu souhaites l'évoquer maintenant, si tu veux, mais c'est pas, Oui, il n'y a pas d'obligation. je peux l'évoquer maintenant, il y a pas de sujet. Moi, je suis là pour répondre aux questions. Tu l'as dit tout à l'heure, et tu as fait une nuance qui était importante. Euh, Dis-moi. tu as parlé du PLU en disant que les personnes étaient venues te voir en parlant du PLU et que sur les réseaux, tu entends parler du PLU, qu'il y a un groupe de discussion qui parle du PLU et une liste qui se présente sur le PLU. Alors, sur les deux derniers, ce sont les mêmes personnes. Euh, c'est vrai que on a choisi, nous, de faire voter notre PLU pendant cette mandature, mais ça, pareil, hein, ça a été fait de manière tout à fait transparente. Parce que C'est quoi le PLU déjà? alors, le plan local d'urbanisme, c'est la règle communale qui régit toutes les règles de construction, mais pas que, d'aménagement de l'espace public, d'aménagement des espaces privés. En fait, c'est ce qui permet de dire tout ce que l'on a le droit de faire d'un point de vue urbanistique et circulation dans la commune. Voilà. Et Et ça se met à jour? Ça se met à jour à quel rythme? ça se met à jour, j'allais dire, en tant que de besoin. Ok. Et le dernier avait été fait quand? 2015 pour sa mise en place. Mise en place 2015, il y a 10 ans, quoi. Il y a mise en place 2015, une modification en 2018, et puis révision chez nous en 2025. D'accord. Ok. Et en fait, le plan local d'urbanisme, c'est aussi ce qui permet à la commune de s'adapter à tous les besoins et à toutes les contraintes qui nous entourent ou celles des Essartois. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des attentes hein, des Essartois sur les règles de circulation, sur les besoins au logement. Il y a de vrais besoins. Et puis, on a des contraintes étatiques qui sont fortes parce que ce soit le Perret, les Essarts, Rambouillet, enfin toutes les villes qui sont en bord de national, nous sommes des villes identifiées comme des viviers de logements ou de construction, notamment par l'État et par les services de l'État. Et puis, il y a cette fameuse loi SRU qui impose à certaines communes, dont les Essarts font partie, comme le Perret, Rambouillet, d'avoir un minimum de logements sociaux à disposition pour les gens, et qui est ce minimum étant de 25%. Et comme c'est une obligation légale, quand on n'atteint pas ces 25%, on a des pénalités. Et il y a divers degrés de pénalité. Il y a, bien sûr, la première pénalité, c'est vous prenez le nombre de logements manquants, puis il y a une règle de calcul savante que l'État maîtrise, et qui vous dit, bah voilà, vous Essarts-le-Roi, votre pénalité annuelle, c'est 100 000 euros. Je la vulgarise un peu. C'est 100 000 euros. Et puis, si vous n'êtes pas suffisamment moteur dans votre politique de logement, il y a diverses gradations de pénalités. Donc, il y a la pénalité financière, et puis après, il y a ce qu'on appelle le carencement. Et le carencement, ça permet d'appliquer d'autres pénalités. Alors, d'abord, ça double la pénalité. C'est ce qui nous est arrivé aux Essarts-le-Roi. Hein. Donc, on est à 200 000 euros, un peu moins de 200 000 euros de pénalité par an, hein, que nous versons au service de l'État. Et puis, il y a une première gradation qui est la confiscation, je veux dire oui, on peut le dire comme ça, la confiscation du droit de préemption de la commune. C'est-à-dire que, en règle générale, le pouvoir d'urbanisme de la commune, c'est si une maison se vend, si un terrain se vend, la commune a la possibilité de dire « moi je l'achète, parce que j'en ai un besoin pour un projet, etc. » C'est ça le droit de préemption. Aujourd'hui, ce sont les services de l'État qui ont le droit de préemption aux Essarts-le-Roi. Pourquoi ? Parce que quand il y a des terrains qui se vendent, ils se disent qu'il y a peut-être l'opportunité de rattraper la construction. Et ça nous est arrivé 2 fois ces 2 dernières années, où on a 2 grands terrains qui se sont vendus, enfin des maisons avec des grands terrains qui se sont vendus, une en centre-ville, et puis une autre un peu plus haut sur le plateau de Morgard. Et où j'ai été, informé par la bande que l'État s'intéressait à ces terrains-là. Et bien évidemment, si l'État s'y intéresse, c'est pas pour faire des maisons, tu t'en doutes bien, c'est pour faire du logement quasiment, du logement social, 100% social. Sauf qu'en termes de logement social, comme beaucoup de monde, j'ai une conviction, c'est celle de la mixité. C'est qu'on ne peut pas mettre des gens dans des ghettos, on ne peut pas mettre des gens à part ou exclusivement entre logements sociaux, parce que ça apporte de mauvaises choses, et que je crois foncièrement à la mixité. Voilà. Et donc, pourquoi on fait ce PLU-là ? C'est parce que d'abord, il y a des besoins dans la commune. Hein.
Quand on a fait notre analyse des besoins sociaux en début de mandature, on s'est rendu compte que notre ville laissait de côté une part importante de la population, notamment en termes de logement. Les jeunes qui prennent leur émancipation de leurs parents et qui veulent rester aux Essarts n'ont pas d'offre de logement aux Essarts-le-Roi suffisamment abordable pour eux pour pouvoir y rester. Et la majorité de nos jeunes quittent les Essarts-le-Roi pour aller plus dans le 28 ou partir ailleurs. Il y a aussi une autre partie de la population, ce sont nos aînés. Nos aînés qui ont des grandes maisons, qui souhaitent les vendre et qui veulent acheter, qui veulent rester aux Essarts parce qu'ils ont vécu 40, 50, 60 ans aux Essarts-le-Roi, qu'ils y ont leur vie, leurs amis, leur famille, mais qui veulent y rester et qui veulent vendre leur maison pour rester aux Essarts-le-Roi et trouver des appartements ou des logements plus petits dans lesquels ils pourront vivre décemment. Et cette offre n'existe pas non plus. Et puis, on a une partie de la population qui a un besoin fort en logement social. On a ça aussi, hein, une centaine de familles, plutôt 110 familles, 114, 117 familles, qui sont en attente de logements sociaux aux Essarts-le-Roi, des Essartois, qui sont en attente de logements sociaux aux Essarts-le-Roi, et parfois depuis des années, et qui vivent aujourd'hui dans des conditions qui ne sont pas celles qu'elles mériteraient d'avoir. Donc il y a tous ces besoins qui doivent être remplis, et c'est notre rôle hein, aussi de le proposer aux Essartois. Donc on a fait un PLU qui dit, aujourd'hui, il y a ces besoins en logement. Il y a aussi des besoins en matière de circulation. Il faut savoir faire des chemins ruraux pour que les gens puissent s'y promener, qu'on puisse raccorder les hameaux au centre-ville de manière sécurisée, parce qu'aujourd'hui, si je prends par exemple le hameau des Laits, avant qu'on refasse le chemin rural dernièrement, s'ils voulaient venir en centre-ville, soit ils prenaient à travers la forêt, mais dans des conditions qui ne sont pas bonnes, alors c'était même pas à peine pour les vélos, les enfants, etc., soit ils longeaient la départementale. Et donc forcément, ils étaient obligés de venir en voiture. Et quand on veut favoriser les circulations ou les mobilités dites douces, eh bien, il faut pouvoir avoir un PLU qui permette ce type de circulation. Et le PLU, c'est aussi un élément de protection, alors d'abord contre les appétits de l'État, dont je parlais tout à l'heure, mais aussi un élément de protection. Si on veut parler environnement, il faut que le PLU puisse dire, quand vous ferez des aménagements chez vous, il faut mettre des essences. Si vous faites des constructions, il faut respecter un minimum d'espace vert sur les constructions. Alors, nous, on l'a passé de 20 à 30% dans le cadre du PLU, et on demande plutôt 40% dans les projets. D'accord, très bien, très bien. Je te dis juste, ça vient du centre-ville. Et c'est important aussi pour l'absorption des eaux pluviales, puisqu'on sait que les événements pluviaux sont de plus en plus importants. L'absorption des eaux, il faut que les terrains absorbent l'eau sans qu'elle puisse inonder quoi que ce soit. Si je peux te faire 2 heures sur le PLU, mais justement, non, je pense que c'est bien, c'est synthétique. Je t'ai laissé quelques phrases supplémentaires pour que ta présentation soit la plus complète possible. Je vais ouvrir l'open parce que là, je vois les intervieweurs qui piaffent d'impatience. Je vais juste, pardon, te rajouter une chose que je t'ai dit. Tu as dit une chose intéressante. Tu as dit le PLU fait parler sur les réseaux. Et effectivement, ça parle sur les réseaux. Sauf que nous, aujourd'hui, dans le cadre de la campagne, on rencontre des gens qui ont été saturés par les informations sur le PLU et qui viennent nous dire, OK, le PLU, c'est sympa, mais... parlons d'autre chose. Mais sécurité, entretien, etc. Donc, je veux dire que les gens, ils sont plus intéressés par ça aujourd'hui. D'accord, merci. C'est les 3 mots de ta campagne, j'ai bien compris, bravo. Et on va pouvoir ouvrir. Et puis, tu parlais d'écologie, il y a un arbre derrière toi. Avant d'être maire, je crois que tu étais un acteur de l'écologie à travers un mouvement qui est les marcheurs-cueilleurs. Et on a reçu comme grand invité à Total Impro Michael Le Saunier qui est le leader ou la figure emblématique. Il l'a été, je ne sais pas s'il l'a encore, mais ça serait intéressant que tu puisses nous en parler. Mais peut-être que Jean-Philippe, qui est très proche de cette thématique, pourra te questionner sur le sujet. Voilà, j'ouvre. Bonjour Jean-Philippe. Merci. Jean-Philippe, on t'entend pas. Moi, je l'entends très bien, par contre. Ouais, mais le micro s'est coupé, puis on l'entendait que partiellement, c'est vrai. D'accord. Est-ce que c'est mieux, là? Ouais. C'est mieux? Oui, bon, je disais effectivement que j'étais heureux de voir Ismaël. Comme le disait Jean-Pierre, on a travaillé tous les deux au sein d'une association qui s'appelait les Marcheurs-Cueilleurs. Bon, donc je sais que la sensibilité écologique existe chez toi. Alors bon,
Tu en as parlé déjà en abordant le PLU, il y a beaucoup d'obligations écologiques qui sont faites aux communes, qui dépendent effectivement du PLU. Mais est-ce qu'il y a, indépendamment de tes obligations légales, je dirais, en tant que maire, est-ce qu'il y a des sujets particuliers que tu as décidé d'engager au niveau de la biodiversité sur ta commune? Oui, bien sûr. Alors d'abord, on travaille beaucoup avec le PNR, hein, le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, qui est un partenaire essentiel pour les Essarts-le-Roi. Et effectivement, tu parles de biodiversité, il y a des projets du PNR, en tout cas des soutiens du PNR, notamment pour faire l'inventaire de la biodiversité aux Essarts. Et on compte sur le PNR pour nous aider à faire cet inventaire. Mais avant de faire cet inventaire, il y a quand même des actions qui ont été menées pendant cette mandature pour la préservation, voire le retour de une certaine biodiversité. D'abord, on a aujourd'hui un conseiller municipal qui est délégué à ce qu'on appelle l'écologie urbaine, c'est-à-dire que il lui appartient aujourd'hui de s'assurer que tous les projets que l'on mène respectent d'abord les standards de l'écologie et qu'ils permettent à notre ville de respirer plus, d'avoir de la biodiversité supplémentaire. Et il a notamment été à la manœuvre pour mettre en place ce qu'on appelle la tonte différenciée. Puisque avant, les espaces verts tondaient tous les espaces verts, nos prestataires tondaient tous les espaces verts. Aujourd'hui, on laisse des îlots bien identifiés, on ne l'a pas fait nous-mêmes, on l'a fait aussi avec des spécialistes, on laisse des îlots bien identifiés où on ne tombe pas pour permettre aux fleurs de se conserver et à la biodiversité d'avoir des endroits dans la ville où elle peut s'installer, vivre et se développer. Et on a d'ailleurs revu une espèce de papillon il y a 3 années qui avait disparu depuis quelques années aux Essarts. Donc oui, il y a des choses que l'on met en place en dehors des standards. On a revégétalisé une partie d'une cour d'école pour garder un îlot de fraîcheur pour les enfants. On va continuer à le faire sur les autres écoles. On a, dès le début de la mandature, tu parles des marcheurs-cueilleurs et tu sais que les dépôts sauvages, c'est un sujet qui me tient à cœur. Dès le début de la mandature, ce qu'on a mis en place, une pénalité spécifique sur les dépôts sauvages. C'est-à-dire que, en fait, plus qu'une pénalité parce qu'elle n'aurait pas été légale, c'est un tarif d'enlèvement des dépôts sauvages où on a un tarif qui est pour 4 mètres cubes 1 600 €. Donc, quand on sait qui a déposé le dépôt sauvage, et c'est déjà arrivé, on enlève nous-mêmes et on facture la personne. Et voilà. Et quand on a mis ça en place, ça a plutôt bien fonctionné. Et je dois avouer, alors il y en a encore, bien évidemment, mais le nombre de dépôts sauvages dans la commune a considérablement baissé. Ouais, c'est des bonnes actions qu'il faut continuer. Un deuxième sujet sur lequel, quand il y a des listes d'opposition, c'est plus facile pour elles, je trouve, parce que elles peuvent taper aussi sur ce qui a été fait, sur ce qui aurait pu être fait. Alors, comme tu as mené des actions aussi en termes de culture, il y a le fameux château de la Romanie. Alors, c'est le deuxième point culturel qui m'intéresse. Oui. Alors, c'est vrai que moi, j'anime une association en particulier culturelle, et c'est pas facile de trouver des lieux culturels parce qu'il y a souvent qu'une seule salle communale qui sert à tout, aux associations, aux mariages, aux meetings politiques, etc. Donc, il y a un projet qui s'appelle le Château de la Romanie, dont tes opposants disent que peut-être tu aurais pu faire avec les sous autre chose que ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Ouais, je vais te répondre que c'est toujours facile de dire qu'on aurait pu faire autre chose, mais je peux te garantir quasiment à 100% que si j'avais fait autre chose, il serait en train de dire aujourd'hui, vous auriez pu faire le Château de la Romanie. Bon, voilà. Mais ça, j'allais dire, c'est le jeu, tu l'as dit, mais il se trouve que le Château de la Romanie, d'abord, pareil, c'était une promesse de campagne. C'était une promesse de campagne que d'avoir un lieu culturel dédié aux Essarts-le-Roi pour en faire un véritable pôle culturel. Parce qu'il se trouve qu'on a la chance aux Essarts-le-Roi d'avoir une vie associative qui est hyper vivante, qui est hyper active, et avec des partenaires qui sont vraiment orientés vers l'intérêt général communal. Et la culture, aujourd'hui,
a été un peu le parent pauvre ces dernières années. Mon adjointe à la culture pourra en parler, même si elle se démène beaucoup pour mettre en place des événements. Je pourrais en parler tout à l'heure d'ailleurs. Mais il manquait effectivement un endroit où on pourrait avoir une véritable politique culturelle, un vrai pôle culturel. Parce qu'avoir des associations culturelles, c'est bien. Avoir des événements culturels, c'est bien. Mais il se trouve que on manquait d'un endroit qui impulsait la culture. Et puis, quand on raisonne, vous savez, les planètes s'alignent souvent. Je parlais du patrimoine communal tout à l'heure en disant qu'on a quand même des dizaines d'années de retard sur l'entretien du patrimoine communal. Le château de la Romanie, qui est quand même une des perles de notre commune, n'a pas dérogé à cette règle. Et lorsqu'on a décidé de faire de ce château un pôle culturel, sachant qu'il y avait déjà la grande association de musique intercommunale qui est l'AIDEMA, l'endroit s'est tout naturellement pensé. Et puis d'ailleurs, on en parlait déjà même pendant la campagne de 2020. Et puis bien évidemment, il y a eu l'opposition qui a fait son travail ou pas d'opposition, qui est venue nous dire « Oh là là, le château, c'est pas la priorité », sauf que quand on a ouvert le château, on a refait le toit, on a ouvert les tuiles du toit, il était bien rongé de l'intérieur. Et il ne serait pas passé beaucoup de temps avant qu'il commence à s'effondrer. Voilà. Donc c'est bien de dire qu'il ne fallait pas le faire, mais quand on voit l'état dans lequel il était, s'il s'était effondré dans 2, 3, 4 ans, dans 2, 3, 4 ans, on aurait dit « Oh là là, Ismaël Nelly, il a laissé le patrimoine communal s'effondrer ». Bon, donc on a réhabilité ce château qui le méritait grandement. On y a ajouté d'ailleurs également une pièce pour des expositions permanentes, des petits événements musicaux, etc. Et surtout, il est complètement réhabilité pour permettre aux associations culturelles de pouvoir y revenir dans quelques mois et de bénéficier d'un endroit aux normes, voilà, et puis d'y avoir de nouvelles activités, des activités de cours de cuisine, des activités de peinture, des activités de musique, et surtout, il y aura un directeur du pôle culturel qui sera en charge avec l'adjointe à la culture d'avoir une vraie politique culturelle, de faire venir des événements aux Essarts. Et d'ailleurs, ce que je dis toujours, on n'a même pas encore ouvert le pôle, que j'ai déjà 4 candidatures de directeurs de pôle culturel des environs ou pas, qui voient au Charleroi une véritable opportunité de développer de la culture. Bien. Moi, j'aurais 1000 questions à te poser sur d'autres aspects. Je ne sais pas si Michel veut alors, justement, je vais intervenir, mais bonjour. Bonjour, Michel. Alors moi, je suis un petit peu le monsieur loyal, je ne suis pas de la région, je suis en direct des Sables d'Olonne. Ça arrive à des gens très bien. Hein. Des gens très bien. Je pense que vous êtes beaucoup à venir chez nous. Donc, je vais laisser quand même plus la parole à notre ami Jean-Philippe, qui est de la région qui est concernée. Moi, j'ai découvert avec beaucoup d'intérêt votre commune. J'aurais des petites questions à vous poser, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus léger pour terminer et on va faire quelque chose de ça. On va parler communication et on va peut-être aller dans des jardins secrets. Je laisse la parole à Jean-Philippe, qui est vraiment le spécialiste. Oui, non, des questions à vous poser. Ouais, moi, des questions sur la biodiversité, j'en ai mille. Par exemple, est-ce que tu as une volonté en termes d'éclairage public? J'ai vu une petite phrase dans ton programme. Donc, oui. Est-ce que, parce que pour les auditeurs ou pour nos suiveurs, il est recommandé par comment dire, les écologistes en général de respecter maintenant une baisse des éclairages afin de favoriser la biodiversité nocturne, ce qui s'oppose bien souvent à des questions de sécurité. Quel est ton point de vue là-dessus? Alors, sur l'éclairage public, on a déjà, pendant cette mandature, pris une décision qui était un test, en fait, qui est d'éteindre l'éclairage public à 23 heures, en se disant qu'après 23 heures, il y a assez peu de monde dans les rues, mais je le dis encore sous forme de test, parce qu'on voulait voir comment ça réagissait. Donc, on éteint l'éclairage public à 23 heures. Ce qui d'ailleurs permet aussi à la faune nocturne de pouvoir vivre plus sereinement et plus longtemps sur la commune. Je pense par exemple aux chauves-souris qui peuvent chasser à 23 heures quand il fait nuit, alors qu'avant elles étaient plutôt gênées par l'éclairage. Donc on l'a fait. Maintenant, on arrive au terme de ce test et on en tire les conclusions. Éteindre à 23 heures toute la ville, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a des endroits, on sait que le dernier train, par exemple, maintenant, il est de nouveau à minuit et demi. Donc, quand tu sors de la gare à minuit et demi, et puis
que tu n'es pas venu en voiture à la gare, mais que tu veux rentrer chez toi, bah, tu es avec ta frontale. Il y a des gens qui promènent leur chien la nuit, j'en fais partie. J'ai une frontale quand je le promène à 23h30 ou à minuit dans la ville. Bon, et certains me disent que effectivement, il faudrait peut-être différencier l'éclairage. Donc, on sait qu'il y a certains quartiers qui doivent avoir un éclairage peut-être un peu plus tardif. Mais surtout, et c'est à cette phrase que tu fais référence dans le programme, on parle de l'éclairage intelligent à détection de présence. C'est ce qu'on va valoriser et approfondir pendant la prochaine mandature, c'est qu'à chaque fois qu'on refera de l'éclairage quelque part, on y mettra un éclairage à détection de présence, ce qui fait que on n'allumera pas la ville toute la nuit, mais elle sera allumée aux bons endroits, au bon moment, dès lors que les gens y passent. Voilà, et ça, c'est l'objectif. Et puis, bien évidemment, en attendant d'avoir couvert toute la ville, on refera une politique d'éclairage en fonction des quartiers qui sera différenciée. Bien. Question complémentaire sur la culture et la jeunesse. Je suis très attaché aux actions envers la jeunesse. Tu as un adjoint qui travaille sur les fêtes. D'ailleurs, l'opposition te reproche de faire un peu trop la fête, j'ai l'impression, aux Essarts. Tu as parlé tout à l'heure de la fête de la nature, qui s'est imposée effectivement dans ta commune comme une vraie réalité chaque année. Oui. En termes d'éducation à la nature, est-ce que tu veux aller plus loin? Est-ce que tu as une politique en la matière? Alors, en termes d'éducation à la nature, bien évidemment, on travaille avec les écoles. La fête de la nature en fait partie, puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui y viennent et il y a beaucoup de stands dans lesquels les enfants sont sensibilisés aux déchets, à la faune, à la flore, à tout ce qui peut relever de l'écologie aujourd'hui. Et on travaille aussi avec les écoles là-dessus, puisque, par exemple, dans une des écoles, le PNR a financé une superbe exposition sur l'eau qui a été réalisée par les enfants. Voilà, la fête de la nature. Bien sûr, l'écologie, la biodiversité, c'est extrêmement important. On dit toujours, mais je crois que c'est à chaque génération, c'est la génération suivante qui nous permettra de revenir au bon standard et d'avoir une ville ou un pays, si on voit plus large, qui respecte tout ce qu'il faut en termes d'environnement pour que les conséquences qu'on a aujourd'hui ne s'appliquent pas dans 20 ans ou dans 10 ans en fonction des études. Donc c'est bien évidemment sur la jeunesse. Je pense par exemple, tu vois, dans une école, on nous avait demandé de mettre des poules, un poulailler. En apparence, c'est simple, ça ne l'est pas, mais on a réussi à le faire, alors qu'ils avaient essuyé un refus pendant des années. On a réussi à le faire, alors en trouvant une association qui venait. Et les enfants étaient vraiment contents de pouvoir s'occuper des poules, parce que c'est eux qui s'en occupaient. Parfois, ils ramenaient même les œufs chez eux, pour ceux qui le pouvaient. Donc, tout cet éveil à la nature, à la relation animale, etc., c'est bien évident, on l'a déjà poussé là et on l'accentuera. Les écoles travaillent aussi, on a mis en place ce partenariat avec les jardins familiaux, où soit les gens des jardins familiaux vont dans une école parce qu'on a autorisé la création d'un potager, d'un jardin, soit les enfants vont dans les jardins familiaux et voient les gens qui leur donnent des cours sur la terre, leur parlent des engrais, leur parlent des vers de terre, etc. Donc oui, bien sûr que la jeunesse, elle doit avoir ce lien avec l'écologie, et ça fait partie de nos missions que de mettre en place ce lien et de le développer. On l'a mis en place, on l'accentuera dans le prochain mandat. Une dernière question, mais je vais te ramener à la politique. Ah. On va sortir de l'écologie. Bon, tu es maire, oui, mais tu es aussi en position, je pense que tu es dans les 20 candidats qui vont recevoir les votes des citoyens pour être élus comme conseillers communautaires. Oui. Je pense que l'éducation du citoyen à cette question est nulle. Je pense qu'ils ne savent pas ce que c'est, qu'ils ne savent pas ce que ça représente. Alors, même si on s'éloigne de la politique, même si aujourd'hui, plus aucun maire, pour des raisons que je suis capable de comprendre vis-à-vis de la classe politique et du spectacle qui est donné au niveau national, ne veulent plus porter d'étiquette, il n'empêche que c'est vous qui allez faire le Sénat de demain. Ce sont les conseillers 1, oui. parce que les sénateurs sont
élus par les grands, Les grands électeurs, oui. grands électeurs que vous êtes en tant que maire et conseillers municipaux. Je ne sais pas s'il y a d'autres politiques qui votent pour Maire, conseillers municipaux, conseillers départementaux, conseillers régionaux, ouais. peut-être. Bon. Alors, ma question est la suivante. Quelle est ton influence ou comment tu gères comment dirais-je, ton exception politique, je dirais, au sein de Rambouillet Territoire, parce que c'est clair que la majorité des communes, plus que la majorité, la quasi-totalité des communes de Rambouillet Territoire vont voter pour le sénateur de Gérard Larcher ou Gérard Larcher lui-même s'il se représente. Ça a quand même une implication parce qu'on a vu ces derniers temps que le Sénat était un contre-pouvoir extrêmement important vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Quelle est ta vision? Comment tu es à l'aise dans tes baskets dans cette situation-là? Je suis toujours à l'aise dans mes baskets parce que je change jamais d'idée en cours de route. Mais je vais te répondre un peu ce que j'ai répondu à Jean-Pierre en début d'émission. Quand on est à la communauté d'agglomération, on ne fait pas de politique. Et d'ailleurs, le président de la communauté d'agglomération, et on le soutient tous là-dessus, a évacué la politique de la gestion de la communauté d'agglomération. Quel est son nom? Thomas Gourland. Merci. Et en ce sens-là, on est... Pourtant, lorsqu'il fait ses vœux, écoute Ismaël, lorsqu'il fait ses vœux, on a l'impression, moi j'étais au dernier vœu, d'entendre un vrai plaidoyer politique national. Hein. Oui, après, bon, je vais pas commenter ça parce que c'est ton droit de le voir comme ça. Certains l'ont vu comme ça, d'autres non. Je confirme. Je confirme. J'y étais aussi. On était en direct live sur Total Impro. Et pour ceux qui veulent vérifier, il y a les replays de Total Impro. Non, mais il est vrai que le discours qui a été prononcé était plus haut que la communauté d'agglomération. C'est certain. Comme à chaque fois. Oui. Et ça, après, c'est chacun présente ses vœux comme il l'entend. Moi, quand je présente mes vœux, je m'occupe pas de politique aux Essarts, je parle de ce qu'on a fait, ce qu'on va faire. Et je parle des gens. Mais encore une fois, c'est un choix. Maintenant, sur le fonctionnement de la communauté d'agglomération en lui-même, la politique ne joue pas. Et tu l'as dit, moi, je suis pas encarté LR. Je suis pas le seul, hein, d'ailleurs, dans la communauté d'agglomération. Je suis pas encarté LR, et pourtant les Essarts-le-Roi, d'abord, est présent dans la prise de décision de la communauté d'agglomération et a bénéficié de la part de la communauté d'agglomération de subventions, de soutien. On a pas d'ostracisme. Pardon? Il n'y a pas d'ostracisme. Non. Tu sais, on est dans des strates où même si on est encarté, même si on a nos convictions politiques, ce sont d'abord les relations humaines qui jouent. Et je vais te dire, je le dis, alors je ne sais pas si je devrais le dire sur cette émission, mais je l'ai dit, moi je vous dis tout, vous savez. Au début de la mandature, j'étais très méfiant vis-à-vis de la communauté d'agglomération parce que l'image que j'en avais, notamment sur le mandat précédent, je l'avais dit en poussant un peu la provocation, j'avais dit de toute façon c'est un rassemblement de buveurs de whisky et de fumeurs de cigares. Bon. Et en fait, absolument pas. Et en fait, il y a quand même un petit peu de vrai quand même, non? Bah, alors j'ai jamais été invité. Alors là, j'ai peut-être été ostracisé, mais je pense pas. Mais alors que pas du tout. En vérité, les maires qui sont présents au bureau communautaire, les gens qui sont présents au conseil communautaire, les vice-présidents, le président, n'ont qu'une vision, c'est celle de la communauté d'agglomération. Et est-ce que tu as des ambitions par rapport à ça? Est-ce que j'ai des ambitions? Oui. Par rapport à quoi? Par rapport à jouer un rôle plus important au niveau de la communauté d'agglomération? Non, parce que le rôle que je joue déjà dans la communauté d'agglomération, qui est celui de défendre ma commune, je le joue déjà pleinement. Et je ne crois pas que je doive prendre, je pense que c'est ça ta question, est-ce que je me présenterai à la présidence de la communauté d'agglomération? Par exemple. Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que, tu sais, des propositions, j'en ai eu pendant ce mandat. Parce que, oui, lesquelles? Mais des propositions à d'autres niveaux, j'en ai eu. Et je les ai toujours refusées. Ministre? Non, pas. Non, député? J'en ai eu.
Non, non, mais à divers échelons. Hein, à divers échelons, on est venu me voir plusieurs fois en me disant ce serait bien que tu ailles là, ce serait bien que tu ailles là. Sauf que je réponds toujours la même chose. Je me suis présenté comme maire d'une commune. Ministre, je me suis présenté comme maire d'une commune. Mes enjeux, ils sont pour la commune et ils sont communaux. Et si j'allais sur un autre échelon, j'aurais l'impression, et les Essartois auraient l'impression que je les abandonne. C'est pas mon cas. C'est vrai. Ces propositions qui ont été faites, que tu ne veux pas citer, mais qui tu les mentionnes, tu les cites pas, tu les as refusées, est-ce qu'ils étaient colorés politiquement, est-ce qu'ils étaient encartés? Bah, bien évidemment, au bout d'un moment, à partir d'un certain niveau, tu ne vis pas si tu n'as pas une couleur politique. Les indépendants existent quand même, les groupes indépendants existent quand même. Oui, tu me citerais qui comme indépendant? Bah, chez les sénateurs, il y a un groupe indépendant, puis je crois qu'il y a Maluret qui n'a pas la langue dans sa poche et qui... Maluret, il est Horizon. Et l'Horizon quand même, bon, bah, il est quand même dans le groupe des indépendants au Sénat. Mais tu sais, je vais dire deux, trois méchancetés sur la politique, parce que d'abord, c'est la mode, mais parce que je le pense vraiment. Les indépendants, à ces niveaux-là, ça n'existe pas. Ils sont tous affiliés les uns aux autres. Et moi, je suis un très mauvais politicien. Je pense que si j'avais été plus, comment dire, au garde à vous, plus à l'écoute... Ambitieux. J'aurais fait une belle, ce qu'on appelle une belle carrière politique. Sauf que j'ai un grand défaut, je sais pas me taire. Et quand c'est con, je le dis. Et donc ça m'a valu plus d'une fois mais t'as pas le droit de dire ça. Et je réponds toujours la même chose. Le premier qui me dira que j'ai pas le droit de dire quelque chose, il est pas encore né. Il y a qu'une seule personne, c'est ma mère. Et encore. Même là, elle m'a beaucoup puni parce que j'écoutais pas ce qu'elle me disait. D'accord. Mais on pourrait l'inviter dans les chroniqueurs et chroniqueuses de Total Impro, alors. Ma mère? Oui, ta mère. Transmets-lui notre proposition. Mais tu sais, mon indépendance d'esprit et mon franc-parler, je le tiens pas de nulle part. Bah, nous, ça nous convient bien. Tu peux lui transmettre notre invitation. Tu donneras ses coordonnées, tu l'appelleras. Le temps tourne, il est 13h06. Michel, est-ce que tu souhaites poser tes questions fétiches? Vous vouliez ouvrir mon jardin secret? Oui, écoutez, je suis Ismaël Neil. D'abord, bravo pour votre clarté. Je l'ai écouté, je ne connais pas la région, je suis des Sables d'Olonne, je suis un chroniqueur complètement extérieur, c'est ça ma force. Je vais être très court. J'ai vu que Solène Boulet a fait un commentaire excellent. Elle a dit qu'elle était très fière de se représenter à vos côtés pour continuer vos actions. Je parle communication. Elle est delivery manager. Alors, en 2 mots, vos actions de communication, c'est quoi, comment vous les voyez? Et ma dernière question, ce sera beaucoup plus jardin secret. Ça va être très court. Alors, communication chez vous, c'est quoi, comment? Je vais en décevoir quelques-uns. Je suis pas quelqu'un qui est très bon en communication. C'est pour Mais ça vous avez que... une très bonne communicante, par contre. Oui, c'est pour ça que je m'entoure de personnes qui sont très bonnes, au premier rang desquelles Solène Boulet, dont le surnom dans la liste que je lui ai donné, c'est la grande prêtresse de la communication. Elle n'aime pas que j'appelle comme ça. Pardon Solène, si tu nous écoutes. Je sais que tu n'aimes pas ça. Mais elle nous écoute, elle écrit même. Donc, mais parce qu'effectivement, Solène, en plus, elle a un mode de communication qui me convient bien. C'est un mode de communication informatif. En fait, sa volonté, c'est d'informer les gens. C'est pas de faire de la mousse, c'est pas de mettre en avant, c'est vraiment d'informer les gens. Et c'est vrai qu'elle a, pendant cette mandature, œuvré pour que la communication soit faite. Vous voyez, je pense par exemple aux panneaux lumineux que l'on peut avoir dans la ville. Elle est arrivée en disant, mais ces panneaux qu'on a aujourd'hui, d'abord, ils tombent en panne régulièrement et ils sont pas visibles et lisibles. Et on a fait l'acquisition de panneaux lumineux plus colorés, plus voyants, et qui diffusent plus d'informations. Et ça, c'est très apprécié parce qu'on est à la gare devant la mairie, donc les gens, ils voient tout de suite ce qui s'y passe. Et puis, elle est, dans sa communication, elle est très pragmatique. Et encore une fois, on parlait d'étiquette politique tout à l'heure. Moi, dans ma liste, je n'ai pas de personnes politisées. Et si elles le sont, je ne le sais pas et je ne veux pas le savoir, parce qu'on ne parle que de la commune. Et Solène, elle s'assure également que notre communication, elle reste neutre et qu'elle n'aille pas plutôt à gauche, plutôt à droite. Et donc, en ce sens, cette communication, bien sûr, elle doit se renforcer, parce qu'il y a encore des gens qui nous disent « Ah, mais on ne savait pas ça, on ne savait pas ça ». Mais la communication, elle doit être pragmatique et
Solène a pour objectif d'aller encore plus proche des gens pour pouvoir communiquer plus directement avec les gens. D'accord. Dans la communication, je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis plutôt sur le terrain et je parle aux gens. J'aime bien parler directement aux gens, c'est beaucoup plus sympa. Donc finalement, tu es un bon communicant finalement. Est-ce qu'on peut citer dans ton équipe également, citer Adrien Moqueline, hein. Quel est son rôle? Pardon. Adrien Moquelin. son rôle, il est fondamental puisque c'est mon conseiller municipal délégué à la jeunesse et que il est très actif, très présent et il a beaucoup d'idées. Faut pouvoir le suivre d'ailleurs. Déjà rien que le suivre, c'est une performance. Mais surtout, lui aussi, il a des projets pour la jeunesse aujourd'hui, mais pas que. Hein. Il est aussi, il accompagne beaucoup le comité des fêtes et il voudrait accentuer l'intergénérationnel. Mais Adrien est un jeune homme qui est très actif et qui est surtout très engagé. Et c'est une fierté de l'avoir dans l'équipe, mais c'est une fierté d'avoir tout le monde dans l'équipe. Hein, tout à fait. Merci pour cette précision. Désolé Michel, hein, j'interviens avec les commentaires également de notre communauté. Alors je disais à l'instant, Ismaël, que tu es un faux modeste et tu es plutôt un très beau communicant. Fabien d'Horizon de Facebook, non, monsieur le maire, vous êtes un très bon en communication. Donc voilà, donc un faux modeste peut-être. Alors je vais te le dire, mais c'est venant de monsieur d'Horizon. Tu dois y lire un peu d'ironie, parce que monsieur d'Horizon vient de se découvrir une inimitié vis-à-vis de moi, pour une raison qui est tout à fait personnelle. Une boutade, c'est quoi? Une pécadille? Ça n'a pas de raison politique, hein. Non, c'est pas politique. Mais disons que quand il y a une demande et puis qu'on considère qu'elle n'est pas, une demande personnelle et qu'on considère qu'elle n'est pas réalisée, à un moment, c'est toujours le porteur du nom qui est pris pour cible. Mais monsieur d'Horizon se découvre alors un peu d'humour qui est le sien sur les réseaux sociaux. Bon, voilà. D'accord, la réponse. Merci à Fabien et merci à Ismaël. Okay. Alors après, si bien communiquer, c'est communiquer honnêtement, alors je suis un très bon communicant. D'accord. Moi, je dis que vous êtes un bon communicant. Et je vais terminer très vite. Bon, moi, j'ai un secret. Oui, j'irai, mais en tout début, il y a une chose qui m'interpelle dans le bon sens du terme, l'esprit village. Vous êtes un esprit village. Alors, vous savez, moi, je suis de la génération d'écouter la radio Europe 1 en 1955. Pierre Bon disait « Bonjour, monsieur le maire ». Alors, imaginez, j'arrive dans votre belle commune, je ne vous connais pas, on me dit, tiens, je te présente monsieur Ismaël, c'est notre maire, monsieur le maire, ça va être très simple. Vous avez fait votre parcours, Jean-Pierre l'a fait tout à l'heure, moi, ça va être un autre parcours. Vos passions, la nature, la marche, vos goûts, la gastronomie, je voudrais savoir comment Ismaël vit dans son jardin secret, tout ce que l'on peut dire, parce que vous êtes empathique, votre visage me plaît beaucoup. Alors, moi, je suis un communicant, d'un vieux briscard de la communication, donc j'ai envie de savoir, qui êtes-vous, monsieur le maire? Je ne suis pas Pierre Bonte, mais j'aime beaucoup ce monsieur. Alors, merci d'avoir posé la question. Merci d'avoir posé la question. J'aime pas beaucoup parler de moi, mais je l'ai compris tout à l'heure. Alors, est-ce que je suis un bon vivant? Là, vous me voyez en mode portrait. Si vous me voyez en mode paysage en totalité, vous constateriez que je suis un bon vivant. Et effectivement, j'aime bien manger. Bienvenue au club, monsieur. Bon, mais là, je prends pas tellement de risques. On est très nombreux dans ce club-là. Et heureusement. Non, je suis un bon vivant, oui. Je suis pas un grand sportif, je suis plus un grand sportif parce que d'abord le temps ne me le permet pas. J'ai un travail à côté aussi dans lequel je suis engagé à 100% aussi, ce qui me permet de dire que je suis engagé à 200% dans mes deux passions que sont mon travail, parce que mon travail est passionnant, et mon mandat de maire. C'est vrai que ça laisse assez peu de temps pour faire des choses à titre personnel parce qu'il faut y caser la famille. J'entendais quelqu'un tout à l'heure lors de l'interview de Tariq qui disait que la famille c'était important. Oui. Il faut pouvoir trouver du temps familial. Ça a été dur de doser au début, hein, faut se dire les choses. Mais maintenant, on y arrive. Donc, ça me laisse assez peu de temps pour avoir des activités proprement personnelles.
J'ai été inscrit d'ailleurs au tir à l'arc récemment. D'ailleurs, ça me permet de présenter officiellement mes excuses à mon président du tir à l'arc parce qu'il m'a pas beaucoup vu ces derniers temps. Total Info, c'est pour ça. C'est ça Bah, bien évidemment. Donc, pour Noël, je te l'ai déjà dit, mais je suis désolé de ne pas être très présent pour tirer sur les cibles. Bon, après, moi, je vais vous dire que ma seule passion dans la vie, c'est la tranquillité d'esprit. J'ai coutume de dire que tant que j'arrive à m'endormir avant que ma tête touche l'oreiller, c'est que j'ai l'esprit tranquille. Et je peux vous assurer que mon sommeil est très bon. Parce que, d'abord, je ne fais pas de fausses promesses. J'essaye de dire les choses clairement. Alors, avec bienveillance, ça c'est toujours ce que j'essaye de faire. J'essaye de dire les choses clairement. Et comme je dis toujours, si je dis je promets, c'est que je sais que je vais le faire. Sinon, je ne dis pas, je promets. Et je dis, ça va être compliqué. Et j'essaierai au maximum, mais voilà. Et donc, je pense n'avoir trompé personne. Je pense toujours dire les choses comme elles doivent être dites, toujours avec politesse, bien évidemment. Et puis voilà, donc dans mes passions, mais ouais, je pourrais vous en dire un peu plus, mais peut-être une prochaine fois. Mais en tout cas, ben oui, pour vous remercier, je voudrais vous faire un cadeau. Ça va être le mot de la fin. Je voudrais vous offrir un vinyle. Moi, je suis un peu vintage des vinyles. Quelle chanson, quelle musique vous ferait plaisir, monsieur Ismaël? Ah, alors, dans les musiques, je suis très éclectique. Par contre, il y a des musiques que j'écoute beaucoup en ce moment. Je suis dans un revival des années 90. Ah oui. Donc, oui, parfois on se réfugie un peu dans sa période de jeunesse. Je suis dans les années 90 et il se trouve qu'hier je regardais un film où il passait un vinyle là encore plus ancien, Elvis. Ah bah oui. Et forcément, j'allais dire, quand j'entends une chanson qui me plaît bien et qui me rappelle quelque chose, ce matin, elle sera dans ma playlist Spotify ou Deezer en fonction. Donc moi, je suis très, très éclectique à partir du moment où ce n'est pas insultant, à partir du moment où ça a des messages. Voilà. Et à partir du moment où c'est doux en ce moment. Il faut de la douceur. En ce moment, dans une campagne de brut, il faut un peu de douceur, je peux le synthétiser comme ça? Oui, on pourrait le dire comme ça. Okay. En tout cas, je vous remercie de votre empathie, de votre gentillesse. Je vais vous laisser dans les mains du grand Jean-Pierre Morvan qui m'a permis d'être chroniqueur dans cette belle région du Grand Sud-Ouest parisien. Et si un jour vous venez au Sable d'Olonne, ben, on saura vous accueillir avec la criée, les beaux poissons, ce que l'on sait faire du côté de l'eau sablée, de nos marins pêcheurs. Merci beaucoup. Je viendrai avec plaisir parce que j'aime beaucoup les produits de la mer. Alors là, criez, on vous emmènera, il y aura tout ce qu'il faut. Je vous laisse dans les mains de Jean-Pierre. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, mais on peut attirer l'Ismaël avec du poisson. Excellent. Bah, écoutez, quand vous voulez, monsieur. En tout cas, merci de votre empathie. On a c'est à toi. C'est gentil, merci. Donc, 2 commentaires sur Facebook qui montrent que ton équipe, tes soutiens ont joué le jeu de la communication numérique et du live. Et merci à eux à toi pour avoir joué pleinement. C'est une nouvelle forme de communication large et clairement ton équipe et toi faites partie de ceux qui ont été les premiers à nous faire confiance et à venir sur notre antenne. Donc voilà, c'est un merci que je fais. Alors pas au candidat, mais à l'équipe de communication. Et 2 commentaires. Est-ce que tu me permets de répondre à un commentaire que je vois? Alors, lequel veux-tu? Oui, on est trop idiot pour avoir des idées politiques. Ah oui, alors ça c'est celui. Alors juste pour pouvoir la clarté par rapport au suivi si les gens arrivent, c'est Fabien d'Horizon qui a publié ceci. Non, monsieur le maire, vous êtes un très beau en communication. Tu as répondu et lui a reprécisé sa réponse. Voilà. Oui, alors je vais dire que faut pas me faire dire ce que je dis pas. D'abord, moi, j'insulte pas les gens. Et j'ai jamais considéré que les gens étaient trop idiots pour avoir des idées politiques. Et je pense qu'ils ne les manifestent pas suffisamment dans le quotidien. Donc moi, j'accepte toutes les idées politiques, tous les débats, quels qu'ils soient. Donc j'ai pas si on était sur le plan de la politique, ça aurait été avec plaisir, mais là on n'y est pas. Donc non, je dis au contraire aux gens qui nous écoutent ou qui écouteront le replay et la rediffusion dimanche. Tout à fait. Engagez-vous, ayez des idées politiques, manifestez-les. Il faut jamais avoir honte de manifester ses idées politiques. Ce qui est honteux, c'est de pas accepter le débat. Très bien.
Merci, tu as raison d'avoir pris le temps et puis il y a d'autres commentaires qui arrivent, et puis il y en a 3, je vais juste les incruster et les lire, s'il y a une réponse très courte, et puis après on va arrêter l'émission, parce qu'on déborde déjà un petit peu. Ah, tu es un très beau communicant, je crois que c'est pour ça. Pardon. Tu as empathie commune. Géraldine Maurice, fier d'être sur ta liste pour poursuivre ton action au service des Essartois. Je ne regrette pas une seule seconde d'avoir choisi cet ancrage il y a 3 ans. Donc, quelqu'un qui a rejoint ton équipe à mi-mandat. Les Essartois ont de la chance de t'avoir aux commandes de la ville, et plein de smileys, des 100%, des diffusés. Les codes des réseaux sociaux sont respectés. Samir Bernou, excellent maire, c'est quelqu'un de très sincère. Merci. Voilà. Et Nathalie Pelletier, ça sera le dernier. C'est un maire qui est toujours là pour nous, à notre écoute. Bonne continuation à vous. Voilà. Et ça c'est du premier tour assuré. De toute façon, il n'y aura qu'un tour. Aux Essarts-le-Roi, il n'y a que 2 listes, donc il n'y aura qu'un tour. Donc oui, le premier tour est assuré pour qui gagnera le premier tour. Alors, et les 2 dernières personnes ne sont pas sur ma liste pour tout vous dire. Donc, je les en remercie beaucoup. Donc il s'agit de Samir Bernou et de Nathalie Pelletier, ne sont pas sur ta liste. D'accord, très bien. Eh bien, on a inventé tout à l'heure avec Tari une fin d'interview qui est le mode projecteur. Eh bien, alors peut-être le faire en mode peut-être un peu condensé, parce qu'on est déjà à 13h20, voilà, de peut-être être moins... Voilà, si tu arrives, je sais pas si le mot de condensé fait partie de tes possibilités, mais voilà. Mais mode projecteur, le mot de la fin pour Ismaël, c'est à toi. Oui, je vais être très court. D'abord, je vais vous remercier de m'avoir invité sur cette émission qui est pas facile en termes de format, parce que c'est vraiment du direct et de l'impro. De la totale impro, donc bravo, donc merci de m'avoir invité sur cette émission. J'ai pris plaisir à échanger avec vous, et puis j'espère que ceux qui nous regardent et ceux qui nous regarderont plus tard prendront également plaisir à nous écouter. Ce que je vais dire, c'est qu'effectivement, je suis le maire actuellement aux Essarts-le-Roi, et la commune ne s'arrête pas de vivre, donc je continue mes fonctions de maire et je me présente à ma réélection. Je crois qu'on a donner les bonnes bases à notre commune, qu'aujourd'hui les Essarts sont redevenus une ville attractive, redevenue une ville vivante, redevenue une ville dans laquelle le lien se développe de plus en plus. J'ai d'ailleurs une personne que j'ai reçue qui vient d'arriver sur les Essarts, et quand je lui ai demandé pourquoi vous êtes arrivé sur les Essarts, il m'a répondu parce que j'ai des amis qui y habitent et qui m'ont dit il faut absolument que tu viennes aux Essarts si tu veux venir dans le coin, parce que c'est une ville vivante dans laquelle on peut vivre sa vie, à des commerces, etc. Bon. Donc on a redonné, je crois, un bon coup de fouet à cette ville. Les bases sont posées, l'élan doit continuer, parce que si on veut pouvoir encore mettre en avant les Essarts, pour faire le mot, un mandat sera pas de trop. Il faut pouvoir continuer la dynamique. Et je voudrais juste, et j'en finirai là, j'ai vu dans un des commentaires quelqu'un qui disait les Essarts ont la chance d'avoir Ismaël Nelly comme maire, mais j'ai aussi beaucoup de chance d'avoir les Essartois aux Essarts-le-Roi, et je vais finir par une phrase que j'ai coutume de dire, y compris dans mes vœux. Quand je croise Gérard Larcher et qu'il me pose la question « Comment va monsieur le maire des Essarts-le-Roi ?» je lui fais toujours la même réponse. Le maire des Essarts-le-Roi est le maire le plus heureux de France. Et ça, je le dois à la ville, à mes colistiers bien évidemment, mais aussi aux Essartois qui sont des gens bienveillants, et je les en remercie. Merci à toi Ismaël, merci pour ces dernières minutes de fin de ton interview. Je voulais préciser que oui, effectivement, là, comme nous sommes à 13h22 ce samedi 7 mars 2026, et bien dès qu'on va appuyer sur le bouton d'arrêt, le replay sera instantanément accessible, et que vous allez pouvoir en prendre pleine possession, soit pour le repartager en mode brut, intégral, soit parce que YouTube le permet, en le repartageant, en faisant commencer le replay au début de ton intervention, ou peut-être même mieux, vous pouvez utiliser ce support, en faire un montage et l'utiliser vous-même dans votre campagne. Voilà.
Voilà, c'est normal, ça fait partie de notre mode de fonctionnement d'un néo-journaliste, d'influenceurs médias qui est bénévole, qui est ouvert, open, et la production de ce que nous faisons, qui est le mélange de ce que font nos chroniqueurs et nos invités, naturellement est à disposition d'eux pour pouvoir les utiliser. Bien sûr, il s'agit pas de dénaturer le propos et de faire dire l'inverse de ce qui a été dit, mais à partir de là, c'est tout à fait open et utilisable pour la campagne. Ça peut être des extraits vidéo, des captures d'écran. Voilà les bots qui peuvent être faits. Alors, outre ce replay qui va être disponible, bien sûr, sur YouTube, c'est un replay permanent. Vous pouvez l'utiliser pendant des mois et des années. Le Facebook a de nouvelles règles sur les directs, est valable que 30 jours. Mais par contre, il a une grosse avantage quand vous le partagez dans les forums de l'info. Je précise, il y a les Essarts-Leroy 78 forums de l'info, qui est l'un, c'est pas le seul, mais qui est l'un des forums, effectivement, qui est mis à disposition. Le direct a été diffusé sur ce forum. Il y sera accessible pendant 30 jours et il sera accessible d'une façon très interactive. Dès que vous êtes face au replay, il se met en route tout de suite. C'est le gros avantage des replays Facebook dans l'écosystème Facebook. C'est vrai sur WhatsApp, c'est vrai sur Instagram. Quand vous repartagez ce replay-là, il se lance automatiquement et invite l'internaute, bien le spectateur, à écouter et effectivement à suivre. Je le disais à Mimo tout à l'heure, on a expérimenté, parce que nous sommes sur notre deuxième semaine de couverture de ces municipales, on a expérimenté dimanche dernier une rediffusion. Alors oui, effectivement, ton intervention de ce jour sera rediffusée dimanche. Donc, c'était une dizaine d'heures d'émission qui, depuis dimanche 10h jusqu'à dimanche 23h, va égrener, je dirais, les réseaux sociaux et permettront comme ça aux spectateurs qui n'étaient pas présents aujourd'hui, samedi, de pouvoir dimanche, dans les conditions du direct, revoir effectivement ton intervention. Alors, c'est bien une rediffusion, donc il n'y a pas d'interaction avec les intervenants, avec toi l'invité ou nous les intervieweurs. Par contre, les spectateurs entre eux pourront commenter éventuellement cette rediffusion et peut-être même ton équipe et toi être du côté du spectateur dimanche pour pouvoir éventuellement, je sais pas, répondre aux commentaires qui pourraient être posés. Donc voilà, je veux dire que le live ne s'arrête pas aujourd'hui, il y a une sorte de live bis rediffusion où l'interactivité avec les spectateurs des réseaux sociaux, mais également sur Twitch, sur YouTube et sur LinkedIn. Donc ça se rejoue encore un peu demain, c'est ce que je voulais dire. Très bien. Autre chose, oui, le témoignage, et oui, effectivement, si tu le souhaites, tu peux nous laisser un témoignage écrit qui sera présent, qui sera ensuite publié sur le site du GSO parisien.news et qui viendra rejoindre le témoignage des autres invités. Je pense à Gilles Schmitt, à Tariq ce matin, et également, puisque c'est pas la première fois qu'à Total Impro nous recevons des candidats des élections, puisque nous avons couvert les élections législatives de 2022, les élections législatives de 2024 et nous avons reçu un spectre politique quasi complet de l'extrême gauche au Parti républicain. Il nous manque l'extrême droite, mais peut-être avec Sarah Knafo sur le Paris 10e la semaine prochaine, on aura peut-être notre grand chelem. Ça, c'est une autre histoire. Mais donc, ton témoignage va pouvoir figurer effectivement avec les autres candidats et il sera pas très loin normalement d'une candidate qui est venue pour les législatives en 2022 sur Total Impro, que tu connais bien, qui s'appelle Aurore Berger du parti présidentiel. Donc voilà, ce témoignage, le tien si tu le souhaites, sera à côté ou proche de celui d'Aurore Berger. On peut parler d'Emilio aussi, Jean-Pierre? Oui, merci Jean-Philippe. Oui, on a dans notre équipe effectivement. Là déjà pour les municipales 2026, c'est 14 intervieweurs, 14 citoyens et citoyennes qui ont bien voulu effectivement jouer le jeu de l'émission en direct face à des candidats. Chacun joue son jeu. Il y a toi, l'invité, les invités qui prennent le risque, et puis d'un côté, il y a également des citoyens qui sont pas sur une liste électorale, mais qui sont sur une liste d'intervieweurs. J'ai fait dans un article récent un peu le parallèle sur les deux. Je pense que nous, notre campagne de journalisme s'apparente à celui d'un candidat et effectivement à une élection. Il y a quelques similitudes dans notre façon d'aborder le sujet. On a aussi quelques commentaires Facebook.
Ouais, sur le sujet, c'est ça? Oui. Qui viennent en plus, là, qui rajoutent, ouais. Alors, je peux pas les Non, apprécier. non. On Non? subit, je veux dire aussi quelques commentaires. Ah oui, on subit Comme les quelques commentaires. Ah, oui, 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 forcément. ouais. Et, Alors, Emilio. oui, Emilio. Ouais, donc là, je parlais effectivement de l'équipe humaine, avec également des chroniqueurs, 80 près de chroniqueurs. Et parmi ces 80 chroniqueurs, il y en a une paire qui est complètement virtuelle, que l'on a nommé Lina et Emilio. On a voulu une certaine parité au niveau de ce duo de commentaires, et ils sont purement virtuels et animés par de l'intelligence artificielle, et on les utilise maintenant depuis un an de façon systématique pour résumer les heures de streaming en 5-10 minutes, et ils nous donnent avec une pertinence, je trouve, une précision, une honnêteté, une humanité, dirais-je même, et ça va en choquer quelques-uns, eh bien, un compte rendu, voilà, des invités. Alors, on l'a testé la semaine dernière. On n'avait pas eu d'invités sur la première semaine parce que c'était notre semaine de rodage en interne. Et bien là, tu vas faire partie de ceux qui vont essuyer les plâtres et voir comment nos IA à nous, Lina et Emilio, chroniqueurs de Total Impro, vont pouvoir résumer tes propos et qu'est-ce qu'ils vont eux ressortir des éléments saillants de ton intervention. Donc voilà. J'ai hâte. Tu as hâte. Juste un commentaire sur l'intelligence artificielle, parce que je regardais que tu présentais à Tariq tout à l'heure les affiches. Ah oui, très bien. Justement, juste laisse-moi le temps de remettre le visuel pour que ton propos puisse être illustré. Effectivement, c'est un cas concret. Donc, parce que l'intelligence artificielle, on en parle, beaucoup de gens en parlent d'une façon très abstraite, alors que là, il y a vraiment un cas concret pour pouvoir le montrer. Mais pour votre information, Lina et Emilio, on les aime beaucoup, on s'y attache. Voilà. Moi, j'ai même des gens qui me disent qu'ils veulent les rencontrer en vrai. Et là, bon, j'ai un petit peu de mal à leur expliquer qu'ils n'existent pas vraiment. Mais c'est vrai qu'ils sont chouettes. Voilà. Donc là, effectivement, les 4 candidats, parce que tu fais partie de ceux qui se sont déclarés prêts à passer à Total Impro dès la première semaine, donc vous avez eu droit à un encart. Et on a sollicité l'IA, donc pas Lina et Emilio, mais d'autres, pour pouvoir effectivement illustrer votre passage. Et ils ont puisé chacun dans l'imaginaire qui était attaché à votre ville. Et là, on voit en haut à droite Élysée Essart-le-Roi. Eh ben, c'est très bucolique. Hein. Il y a 2 églises, des petits hameaux. Donc, est-ce que c'est bien, alors surtout avec les problématiques du PLU et puis des caméras qui surveillent les gens dans la rue. Est-ce que quelque part, ce que donne ici l'image d'Épinal que donne l'IA, est-ce qu'elle est bien conforme? Elle est conforme à l'esprit de la ville. Alors, il y a une église aux Essarts qui est en centre-ville, il y a une chapelle au lait. Mais elle est conforme à l'image de la ville parce que on garde un petit village. J'en ai parlé tout à l'heure, je vais revenir dessus. Et d'ailleurs, le PLU ne vient pas densifier. Alors, je sais que certains disent que ça densifie partout. Je veux juste dire que le PLU, il ne s'occupe que de 0,8% de la commune. Donc, on est quand même assez loin de la surdensification, et seulement à 3 endroits dans la commune où justement cette densification elle est encadrée. Donc on va garder cet esprit village, on va garder une architecture qui est propre à celle des Essarts-le-Roi. Donc il n'y aura pas de barres d'immeubles partout dans les Essarts-le-Roi, bien au contraire. Parce que justement c'est le PLU précédent qui autorisait les barres d'immeubles, et celui d'aujourd'hui ne les autorise pas. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, alors, sur Ismaël, c'est un tréma et pas un accent grave. Oui, alors tu as complètement raison. Alors tu n'es pas les seuls dans cette situation. Alors pas sur cette affiche, mais il y en a d'autres qui ont été également martyrisés au niveau de leur accent. Martyrisés au niveau de leur accent. Mais oui, effectivement, l'IA n'aime pas les trémas. Je suis désolé. L'IA n'aime pas les trémas, tout à fait. Voilà. Mais l'image qui est faite est représentative de ce que doivent être les Essarts-le-Roi. D'accord. Bon, je pense que ok. Donc très vous bien. aimerez Dino, c'est Lina et Emilio. Bah, si suivre la même fibre que celle qui a été faite pour faire les visuels, ça, eux vont surtout uniquement, en grande partie, s'appuyer sur les propos qui ont été dits. Alors que là, le visuel s'est appuyé sur l'information ouverte qu'il y avait sur Internet et les réseaux sociaux. Donc la source n'est pas la même, le résultat pourrait être différent en effet. Ouais.
Encore Bon. grand merci, grand merci à toi d'être venu ici, d'avoir osé le streaming en direct. Nous, ça clôture notre deuxième semaine. Comme tout à l'heure pour Tariq, eh bien, nous faisons d'autres émissions en soirée électorale, hein, dès 18h le dimanche 15 mars et en deuxième tour dimanche 22 mars. Nous faisons une émission marathon qui va tenir toute la soirée. Les invités en priorité qui sont passés chez nous, c'est ton cas, peuvent revenir depuis ton QG, depuis, je sais pas, la salle de dépouillement, depuis la soirée champagne pour fêter ta victoire, je sais pas, ou autre chose. Voilà, c'est vrai pour le premier tour, c'est vrai pour le deuxième tour, et même si tu passes le premier tour, qu'il y a oui, d'ailleurs, pour passer, quelles sont les règles qui permettent d'avoir un deuxième tour, les règles, enfin les situations? Il faut qu'il n'y ait aucune équipe qui ait plus de 50% à la fin du premier tour. D'accord. Sinon, c'est au premier tour. Et aux Essarts, encore une fois, il n'y aura qu'un tour puisqu'il n'y a que 2 listes. Donc, il y a forcément une équipe qui aura plus de 50%. Voilà, donc effectivement, c'est ces 2 listes qui fait qu'il n'y aura qu'un seul tour. Donc, on saura, comment dirais-je, si tu continues dans ton mandat ou pas, dès la soirée du 15 mars, donc en particulier. Donc voilà, l'invitation pour nous et toi se situe effectivement sur cette soirée-là. Et donc, on t'invitera, dans tous les cas, on ne pourra pas t'inviter pour la séance du deuxième tour. Bah, tu pourras toujours m'y inviter par amitié. Mais j'y viendrai par amitié. Mais les résultats, ils auront plus d'une semaine. Tout à fait, il n'y aura pas d'enjeu électoral comment dirais-je, à te faire passer effectivement sur la deuxième semaine. Donc si tu veux bien, on réservera ces créneaux aux candidats qui, eux, sont encore dans le trip de la course aux élections municipales. Et voilà. Et puis, donc un seul tour, voilà, c'est ce que nous dit un certain Lorem Sumix, un seul tour, les amis. Qui a, voilà, d'ailleurs, Lorem qui a beaucoup commenté, notamment sur YouTube, qui a été l'un des commentateurs le plus actifs. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier l'ensemble des commentateurs, parce que sur les émissions couvrant les municipales, même les élections en général, depuis les législatives 2022-2024, c'est la première fois qu'il y a une communauté aussi active du côté des réseaux sociaux. Le seul réseau social qui n'a pas fonctionné aujourd'hui, c'est LinkedIn. Bon, c'est le réseau professionnel, on est samedi, mais voilà. Et puis surtout, il n'y a pas eu que des militants, que des sympathisants ou des gens de ton équipe. Même l'opposition était présente, donc était au rendez-vous pour pouvoir exprimer des avis différents. Merci à tous, merci aux chroniqueurs, aux intervieweurs, merci. Merci Ismaël, bonne fin de campagne à toi et à toute ton équipe. Merci. Et puis rendez-vous le soir du dimanche. Du dimanche 15 mars, on commence à 18h pour info. Parfait. Et bonne continuation à vous et continuez, c'est super. C'est très gentil. Merci pour tes encouragements. À bientôt. Ciao à tous. Bye. Bon week-end.